religion musulmane. Donc, comme je le disais, amis à l'écoute, auditeurs, auditrices, chers frères et tous ceux qui nous écoutez tous les dimanches après-midi à partir de 16h, vous êtes bel et bien dans votre émission Tour d'horizon qui parle des sujets divers. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de santé, un sujet de société, et ce sera accompagné d'un éminent invité. Il va se présenter dans quelques instants. Retenez que le thème de cette émission, de l'émission de cet après-midi, c'est les suicides et les crimes passionnels récents au Togo. Donc, un thème de société, un thème qui suscite des débats, un thème qui interpelle la conscience de tout un chacun. Mais avant d'aller au développement de ce sujet, je vais laisser le micro à notre invité. Il va se présenter, histoire de mieux le connaître, afin que nous allions décortiquer ce sujet qui est passionnant, qui est d'actualité. Cher invité, merci de nous faire honneur d'être sur ce plateau cet après-midi. Vous allez vous présenter et dire un petit mot à l'endroit de nos fidèles auditeurs et auditrices. Merci, cher animateur de la radio Safa. Et de nature, quand je suis avec quelle que soit l'obédience religieuse de tout un chacun, je me confonds. Donc, je vais dire Malikum salam à tout le monde. Aujourd'hui, je suis devenu musulman et je suis de cœur avec tous les musulmans du monde entier et particulièrement ceux de la région de la Kara. Chers auditeurs, chères auditrices, je suis docteur Winkourama Damega Jean-Claude. Je suis médecin psychiatre addictologue. Je suis chef service du service de psychiatrie du CHU Kara et je suis le coordonnateur santé mentale de Sokodé jusqu'à Dapon et j'interviens à la faculté des sciences de la santé de l'université Kara en tant qu'enseignant-chercheur. Voilà un peu ma petite présentation. Ok, merci docteur Wankourama, si j'ai bien prononcé. Ça c'est mieux parce que les gens torturent vraiment mon nom. Okay, merci. En réalité, ça se prononce Winkourama. Winkourama, oui. Ok, nous allons ce qui veut dire qui va m'enterrer. Ok, nous allons faire un effort de bien prononcer pour que vous puissiez mieux nous donner les connaissances liées à ce sujet qui est d'actualité. Je rappelle à nos auditeurs que l'émission est participative et nous vous donnons le numéro suivant, le 90 17 09 49, 90 17 09 49. Vous pouvez poser vos questions au docteur ou soit apporter certains éléments de réponse que le docteur aura donné si vous avez des compliments. Donc, je rappelle que l'émission c'est avec le soutien ou bien l'appui de nos amis de l'association des étudiants en médecine et en pharmacie que nous organisons cette émission. Donc, comme je l'ai dit, le thème de cet après-midi, c'est les suicides et les crimes passionnels récents au Togo. Nous allons voir les causes, les conséquences et les solutions d'approche. Comme je l'ai dit, docteur, il est de bon ton que nous fassions la définition des termes. Quand on parle de suicide, à quoi on fait allusion, docteur Wankourama? Le suicide, c'est un terme pour désigner tout acte auto-agressif, c'est-à-dire que quelqu'un qui pose un acte dirigé contre lui-même, ayant l'intention de se donner la mort. Donc, c'est un acte agressif contre soi-même, ayant l'intention de se donner la mort. Maintenant, quand on pose l'acte, il y a un résultat qui va découler. Si, par exemple, la personne réussit l'acte, c'est-à-dire que la finalité, la personne est morte, on parle du suicide. Maintenant, si le résultat, la personne n'a pas abouti, le résultat n'est pas arrivé à sa fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la mort de la personne, on parle de tentative de suicide. Donc, c'est les définitions de base. Le suicide, c'est tout acte auto-agressif dirigé contre soi ayant intention de se donner la mort et qui aboutit. Donc,
la personne a réussi à se donner la mort, on parle de suicide. Mais lorsque la personne a tenté et n'a pas réussi, elle a survécu, on parle de tentative de suicide. Mais ces deux notions rentrent dans le cadre global qu'on appelle les conduites suicidaires. Les conduites suicidaires regroupent les idées suicidaires, les suicides, les tentatives de suicide et les équivalents suicidaires. Maintenant, j'ai défini deux des quatre. Les idées suicidaires, c'est le fait d'exprimer clairement ou indirectement des intentions de se donner la mort. Donc c'est ça qu'on appelle idée suicidaire. Le fait d'exprimer clairement ou indirectement des intentions de se donner la mort. On parle d'idée suicidaire. L'équivalent suicidaire, c'est quelqu'un qui est passif dans ses conduites, c'est-à-dire que la personne pose un acte n'ayant pas l'intention de se donner la mort, mais dont l'aboutissement va conduire à la mort. On parle d'équivalent suicidaire. Prenons par exemple quelqu'un qui a un traitement et il sait qu'en arrêtant ce traitement, il va mourir, mais il va arrêter ce traitement, mais disant qu'il ne veut pas se donner la mort. Mais nous savons très bien qu'en arrêtant le traitement, ça va conduire à la mort. On appelle équivalent suicidaire. Un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, quelqu'un qui prend un engin, que ce soit une moto ou voiture, il roule à toute vitesse. Et par exemple, va de façon volontaire heurter quelque chose, sachant très bien que l'issue peut être fatale, va le faire. Donc c'est un équivalent suicidaire, même si la personne n'a pas eu à exprimer l'intention de mourir. Donc voilà les définitions de ces termes-là, de ces notions. Donc si on récapitule, les conduites suicidaires, c'est le grand titre. Et dans les conduites suicidaires, il y a les idées suicidaires, les équivalents suicidaires, les tentatives de suicide et les suicides. Ok, merci docteur. Je voudrais revenir un peu au niveau des idées suicidaires. Nous sommes dans la société. Quels sont les mots ou bien les attitudes qui peuvent indiquer que cet individu a l'intention de se donner la mort? Oui, ça revient à se demander comment faire pour reconnaître quelqu'un qui a des idées suicidaires ou qui a envie de mourir. Donc, il y a des signes qu'on appelle des signes directs et des signes indirects. Nous avons des messages verbaux qui soient directs ou indirects. Nous avons des messages comportementaux et nous avons des messages cognitifs au niveau de la pensée qui nous amènent à repérer vite quelqu'un qui a intention de se donner la mort. Mais sachant très bien qu'il y a un type qui est difficile de prévenir qu'on appelle le raptus suicidaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se donne la mort de façon brutale, impulsive, alors que la personne n'avait pas cette intention de se donner la mort. Et ça survient de façon brutale. Maintenant, je reviens sur les messages. Les messages verbaux, nous avons les messages verbaux directs, par exemple, je vais mourir, j'ai envie d'en finir, ma vie ne vaut plus la peine. Maintenant, il y a des messages indirects, verbaux indirects. Par exemple, vous serez mieux sans moi. Vous serez mieux sans moi. Par exemple, j'ai fait mon testament. J'ai fait mon testament. Quelqu'un qui dit, j'ai fait mon testament. Alors que, bon, c'est quelque chose, on sait qu'on fait le testament, mais dire aux gens que j'ai fait mon testament, ce sont des messages indirects pour dire que, il y a quelque chose qui se trame. Ou bien, je vais faire un long voyage. Je vais faire un long voyage. Ça, ce sont des messages indirects, ça. Maintenant, il y a des signes comportementaux. Les signes comportementaux, comme par exemple, quelqu'un qui va commencer par distribuer ses objets de valeur. La personne va distribuer ses objets de valeur, ou bien la personne va commencer par ranger ses affaires. Si la personne avait des dettes, va commencer par rembourser ses dettes de façon pressée, comme si la personne partait en voyage quelque part. Ça alerte, ça nous interpelle pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne. Maintenant, il y a les signes cognitifs au niveau de la pensée. Par exemple, je ne vaux plus rien, à quoi ça sert de vivre? C'est dans la pensée de la personne. Et parfois, cette pensée peut être exprimée de façon verbale avec les phrases ou les mêmes pensées. Par exemple, dire à quelqu'un, oh, moi je ne vaux plus rien. À quoi ça sert de vivre parmi vous? Vous serez mieux sans moi. Donc, ce sont des signes qui nous alertent. Moi, je dis souvent que ça dit qu'il y a un problème, mais ne veut pas dire que forcément la personne va mourir. Mais comme il y a un problème, quand on cherche à comprendre c'est quoi le problème, on peut tomber maintenant sur ces conduites suicidaires.
Voilà de façon ramassée un peu. Et il y a d'autres choses, d'autres éléments qui sont importants, surtout au niveau du comportement. Quelqu'un, du jour au lendemain, change de comportement. Supposons que c'est quelqu'un qui était agressif. Et du jour au lendemain, va devenir gentil et, je ne sais pas, il est compréhensif. Il ne faut pas aller prier Allah. Il ne faut pas dire que oh, Allah, tu nous as écoutés ou bien Dieu, tu nous as écoutés. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a mené à changer comme ça. Quand on cherche à comprendre qu'est-ce qui l'a mené à changer comme ça, on peut tomber sur les conduites suicidaires. Ou bien quelqu'un, du jour au lendemain, qui était gentil, supposons une femme ou une fille gentille qui était attentionnée, et du jour au lendemain, commence par être agressive. Donc l'inverse, on se demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut chercher toujours à comprendre ce qui n'a pas marché et on peut tomber sur ça, sur les conduites suicidaires chez la personne. Ça, ce sont des points très, très, très importants parce que souvent, dans les dernières minutes, ça change. Quelqu'un qui se prépare à se donner la mort, vous savez, mourir, on le dit, c'est facile, mais dans la pratique, c'est difficile. Même si la personne a tout préparé, au moment où elle doit passer à l'acte, ça change. Elle peut devenir agressive. La personne peut devenir agressive parce que ce n'est pas facile de se donner la mort. Donc, on repère ces genres de comportements. Ou bien quelqu'un, dans ces derniers moments, va commencer, c'est-à-dire à un moment donné, vous voyez la personne dépenser, alors qu'elle n'avait pas l'habitude de dépenser comme ça. Elle dépense tout son argent, commence pas à donner, distribuer de l'argent. Soit il y a un problème, et le problème peut être soit c'est la maladie, ou soit la personne a déjà programmé sa mort. Donc, des signes directs et indirects qu'on peut repérer rapidement chez ces personnes-là. Ok, merci. Je rappelle à nos auditeurs que nous parlons des suicides et les crimes passionnels. Nous sommes accompagnés du docteur Wan Kourama. Il est médecin au CHU Kara. Il est psychiatre et addictologue. Il nous a défini ce que c'est qu'un suicide. J'espère que nos auditeurs ont bien suivi et noté. Nous rappelons que le 90 17 09 49 est à votre disposition. Le docteur est là, il va essayer de répondre à vos questions dans la mesure du possible. Puisque l'émission, c'est deux volets, nous parlons des suicides et des crimes passionnels. Alors, docteur, c'est quoi un crime passionnel? Un crime passionnel, comme on le dit, la passion. Donc, un crime passionnel, tout le monde sait ce que c'est que la passion. Du moins, ceux qui ont tenté de tomber amoureux, ils comprennent ce que c'est que la passion. Un crime passionnel, c'est un acte qu'on pose sur son conjoint ou sa conjointe, sa copine ou sa partenaire ou son partenaire, qu'on aime. Et l'acte qu'on pose, c'est pour donner la mort à cette personne parce qu'on pense que la personne nous a quittés ou la personne nous a trompés. Donc, c'est la définition classique d'un crime passionnel. Maintenant, il y a d'autres crimes passionnels que souvent les gens ne savent pas. Ça rentre dans ce que nous appelons les délires passionnels. Parmi ces délires passionnels, il y a deux délires qui peuvent amener quelqu'un à poser un crime passionnel. Il y a le délire de jalousie, qui est différent de la jalousie elle-même. Donc la jalousie, c'est que j'ai ma partenaire ou j'ai mon partenaire. Je fais la jalousie lorsque la personne pose des actes qui m'amènent à penser que la personne va me tromper ou me trompe. Là, je pose un acte de jalousie. Alors que le délit de jalousie, ici, c'est une conviction ferme, inébranlable, que son partenaire trompe. C'est-à-dire que ça part d'un postulat de base que mon partenaire me trompe, mais ce n'est pas vrai. Et la personne va rester dans ce délire. Et comme le partenaire trompe ou la partenaire trompe, c'est qu'il y a un amant ou une amante désignée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'amant ou l'amant désigné va constituer le persécuteur. Et on peut aller jusqu'à tuer la personne qui constitue qui fait que mon partenaire ou ma partenaire me trompe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous dis souvent, quand on tue une personne, ce n'est pas facile. Et quand on va tuer, ça suffit, la personne peut maintenant se donner la mort. Et s'il y a les enfants, la personne va donner la mort aussi aux enfants. Souvent, les crimes passionnels sont suivis de ça. Soit la personne se donne la mort et donne la mort aux enfants qui sont là, le plus souvent. Maintenant, l'autre crime passionnel qui peut exister, c'est le délire érotomaniaque. Le délire érotomaniaque fait partie des délits passionnels.
c'est quoi? C'est la conviction ferme, inébranlable, qu'une personnalité d'un niveau élevé plus que la personne est tombée amoureuse de la personne qui délire. Supposons que ce qu'on rencontre souvent ici, c'est j'en ai croisé les femmes d'Adebayor, c'est-à-dire les femmes qui disent qu'elles sont les copines d'Adebayor, alors qu'elles n'ont jamais discuté avec Adebayor. Donc, et elles vont rentrer dans ce délire-là. Et va désigner, le cas que j'avais eu, c'est qu'on désigne quelqu'un de sécurité d'Adebayor qui empêche la personne, qui empêche que la relation ait lieu entre elle et Adebayor. Et du coup, si la personne a les moyens, elle peut aller jusqu'à tuer l'agent de sécurité qui l'empêche. Et ça fait que si par exemple elle arrive à tuer et elle se rend compte qu'elle vient de commettre un crime, elle peut se donner la mort aussi. Et ce sont les crimes passionnels, mais qui ne rentrent pas directement dans la définition de crime passionnel. La vraie définition de crime passionnel, c'est lorsque on pose un acte sur son partenaire ou sa partenaire qu'on aime et qu'on pense que la personne nous trompe. Et là, on donne la mort à la personne. Et souvent, c'est suivi du suicide, c'est-à-dire que la personne finit par se donner la mort. Et s'il y a des enfants, on donne la mort à ces enfants pour que les enfants ne souffrent plus lorsque eux, ils vont mourir. Voilà un peu la définition des crimes passionnels. Et ces cas, ne pensez pas que c'est à la télé. Non, il n'y a pas, c'est pas à la télé. On a eu ces cas, ça ne fait pas 2 mois au Togo. Je ne sais pas c'est dans quelle localité, je ne sais pas si ça avait Pozo ou bien Pogan vers cette localité, où il y a eu des cas de crimes passionnels comme ça. Des jeunes hommes qui ont tué leur copine. Ok, merci docteur pour ces définitions. Maintenant, pour le suicide et les crimes passionnels, nous voulons concrètement savoir qu'est-ce qui peut amener une personne à vouloir se suicider. Et dans le second aspect, qu'est-ce qui fait qu'il y ait un genre de crime passionnel? Bon, oui, je commence par le dernier volet. Pourquoi il y a tant de crimes passionnels? C'est simple, hein? Comme la définition dit, c'est la jalousie. Maintenant, si vous mettez la jalousie plus l'impulsivité, c'est quoi? J'aime toujours donner cette définition. Elle est bête, mais je préfère. C'est quelqu'un qui tire et après il vise. Donc, c'est comme si tu as une arme, tu tires, tu veux tirer sur quelque chose. Tu tires d'abord et après tu vises sur la chose. Donc, c'est ça l'impulsivité. C'est le fait d'agir ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse actuelle? Ce qui se passe, c'est que la jeunesse actuelle est impulsive. Et dans l'ensemble du Togo, on a noté ces derniers temps qu'on commence par perdre notre patience. Avant, les Togolais étaient patients. On disait dans la sous-région que le Togo, c'est un pays où, même si tu gifles la personne, je ne parle pas de la gifle de Macron, mais si tu gifles la personne, bon, le Togolais, lui, il est tolérant. Mais ces derniers moments-là, si vous giflez un Togolais, je ne suis pas sûr que la personne va vous tendre la deuxième joue. Et vous allez voir, on commence par perdre notre patience et on agit de façon impulsive. Donc, associer jalousie plus impulsivité. Vous allez voir, j'ai ma copine, je l'aime fort et on m'apprend ou je découvre qu'elle m'a trompé. Avec l'impulsivité, la personne passe à l'acte d'abord avant de réfléchir. Et c'est ça qui amène ces genres de comportements de crimes passionnels. Les gens posent les actes et après tout, ils se rendent compte qu'ils ont commis un crime. Donc, c'est pour les crimes passionnels. Maintenant, pour les suicides, donc, nous, on appelle facteur de risque. Dire que c'est une cause, c'est comme si s'il y a ça, obligatoirement, on doit se suicider. Donc, c'est... Évidemment, le premier facteur de risque de suicide, c'est quoi? C'est crime passionnel. Quelqu'un, comme je venais de le dire, quelqu'un qui vient de tuer sa copine ou bien son copain. Ce n'est pas seulement les filles qu'on tue, hein, on tue aussi les hommes. Il y a les femmes le font sans se rendre compte. Elles prennent une marmite, bon, et puis c'est fini. L'homme tombe et après elle se rend compte qu'elle vient de commettre un crime. Donc, ça fait partie. Donc, c'est un des facteurs. Maintenant, on va les classer en facteurs primaires, facteurs secondaires, facteurs tertiaires et voir les facteurs de protection. Les facteurs primaires, c'est quoi? Ce sont des facteurs
qui constituent le socle, c'est-à-dire que la fragilité qui fragilise la personne. Si la personne a déjà eu un problème de santé mentale, une maladie mentale, si la personne a déjà tenté de se donner la mort, si la personne a déjà eu des idées suicidaires, si avec tous ces éléments-là, ça fragilise la personne. Et ces éléments vont constituer le socle pour les facteurs de risque secondaire. Les facteurs de risque secondaire, c'est quoi? Le plus souvent, ce sont des facteurs psychosociaux. Le psychosociaux, c'est-à-dire ce qui touche à la société et puis à la psychologie. Prenons les cas de maltraitance. Quelle que soit la forme de maltraitance, on maltraite un enfant, que ce soit à l'enfance ou à l'adolescence. Maltraitance physique, maltraitance sexuelle, les viols, tout ça là, ça va constituer une deuxième fragilité si la personne avait déjà une première fragilité. Il y a la perte parentale précoce, le fait de perdre son parent, père, mère ou les deux à la fois, très tôt, avant la fin de l'adolescence. Ça constitue deuxième fragilité, par exemple. Il y a les conditions de vie socio-économique défavorables. Parce que quand on fournit tous les efforts pour manger et on ne trouve pas à manger, et à un moment donné, parfois, on peut... ça devient une fragilité. Il y a aussi le manque d'estime de soi. Ce qu'on appelle l'estime de soi. Au fait, c'est ça qui fait notre... comment je peux dire, notre essence, l'estime de soi. Le fait de se dire que moi, je suis quelqu'un, je vaux, ça permet d'affronter les difficultés. Mais quand on n'a pas cela, quand on est face déjà à une difficulté, c'est fini. On baisse les bras. On se dit que il vaut mieux mourir que vivre. Donc, c'est très important l'estime de soi. Sachant que le côté extrême de l'estime de soi, c'est l'arrogance. Quand quelqu'un est trop sûr de lui aussi, il devient arrogant. Mais bon, par rapport au suicide, on peut faire que la personne ait quand même une bonne estime de soi que de ne pas en avoir. Ça, c'est les facteurs secondaires, ça, qui constituent la deuxième fragilité. Et cette deuxième fragilité, si elle s'associe à la première fragilité, ça augmente le risque de suicide. Les facteurs tertiaires qui vont constituer la troisième fragilité, c'est par exemple le sexe. Mais quoique au Togo, la tendance est inversée. Avant, le sexe masculin était considéré comme le sexe qui se donnait la mort très vite. Mais au Togo, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que les femmes se donnent très vite la mort. Pourquoi cela? Ça, c'est un autre débat qu'il faudra revenir sur ça. Moi, j'ai toujours dit, et je le répète, et j'espère que quand je vais sortir, les hommes ne vont pas me flinguer, mais j'ai toujours dit que les hommes sont des sorciers pour les femmes. Et c'est parce qu'ils sont des sorciers pour les femmes que maintenant on se rend compte, on voit que les femmes commencent pas à se donner la mort parce qu'elles ont crié, personne ne les écoute, elles préfèrent se donner la mort. Mais ce n'est pas une excuse aux femmes de se donner la mort aujourd'hui. Maintenant, deuxième facteur de risque tertiaire, c'est quoi? C'est les personnes âgées, plus de 65 ans, constituent la troisième fragilité, ou bien les jeunes de 15 à 29 ans. Parce que le pic de cas de suicide se situe entre 15 et 29 ans et après 65 ans. Donc ça constitue un autre facteur de risque pour les facteurs de risque tertiaires, par exemple. Donc, tout cela, ça va constituer une fragilité. Maintenant, pourquoi on doit parler des facteurs de protection? Parce que si quelqu'un a des facteurs, des fragilités, 1, 2, 3 associés, et que la personne n'a pas de facteur de protection, le risque de se donner la mort est très, très, très élevé. Maintenant, les facteurs de protection, ce sont des éléments qui protègent la personne, qui font que la personne, malgré qu'elle a des fragilités, va dire « je ne vais pas me donner la mort, je vais continuer pas à me battre ». C'est quoi? C'est simple, hein, lorsqu'on est bien entouré, on a des bonnes relations, que ce soit familial, amical, en tout cas, avoir un bon soutien. Ça, c'est très important. Je lance un appel à ceux qui aiment vivre seuls d'apprendre à avoir des bonnes relations. C'est vrai, aucune relation n'est parfaite. Vous aurez des déceptions à gauche, à droite, mais les déceptions font partie de la vie et ça nous fortifie. L'autre facteur de protection, c'est avoir une bonne estime de soi. Avoir une bonne estime de soi est un élément très important. L'autre chose, c'est vivre le côté positif de chaque situation. Quand une personne vit positivement, quelle que soit la situation, ça constitue un facteur de protection très, très, très important.
pourquoi je dis souvent aux gens, et je le répète toujours, nous ne sommes pas malades des événements qui nous arrivent, nous sommes malades de ce que nous faisons de ces événements. Ce n'est pas parce que j'ai perdu mon parent très tôt que je dois souffrir. Je souffre du fait de ce que je fais de cette perte de parents. Si je perds mes parents très tôt et je pense que c'est fini pour moi, et ça serait fini. Mais si je perds mes parents et je prends ça comme c'est un facteur qui me permet de vite devenir mature, de vite me prendre en main, je vais me battre et je vais très vite évoluer. Donc, et nous avons beaucoup de cas comme ça qui illustrent cela. Donc, voilà quelques éléments, je ne peux pas tout citer parce qu'il y a plusieurs facteurs de protection, surtout que le temps est compté. Je donne quelques éléments, après si les gens veulent, ils peuvent continuer par chercher ou m'appeler, il n'y a pas de problème. Merci docteur. Je voudrais prendre un aspect que vous avez abordé, c'est les conditions de vie qui amènent des gens au suicide. Qui constitue une fragilité. Une fragilité pour se donner la mort. Vous êtes spécial. Vous comprenez ce genre de personnes à cause des conditions de vie difficiles qui s'amènent qui se donnent la mort facilement. Comprendre dans quel sens Nous, notre objectif, c'est de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de la personne pour qu'elle aille jusqu'à se donner la mort. Là, on cherche à comprendre. Maintenant, quand on cherche à comprendre, ça permet maintenant de mener des actions de prévention pour ceux qui restent encore vivants ou, si la personne n'est pas morte, d'amener des actions de prévention pour la personne elle-même qui a survécu à sa tentative. Mais est-ce que comprendre tel que vous l'avez exprimé, c'est pour dire que est-ce que ça excuse la personne qui s'est donné la mort? Non, je ne pense pas que ça, dans n'importe quel pays, ça ne peut pas excuser. Parce que le suicide est une perte pour la société. Quelqu'un qui se donne la mort est une perte pour la société. Je le dis parce que souvent, on se limite à la personne qui s'est donné la mort. Mais que nous allons développer ça dans les aspects conséquences. Oui, parce que d'abord, si on se limite même à la personne qui s'est donné la mort, imaginez que moi, je me donne la mort. Je prends mon exemple. Si je me donne la mort, je suis le seul psychiatre envoyé depuis 2018 au Nord. Et c'est la première fois qu'on ouvre un service de prise en charge de psychiatrie au Nord. Et depuis ce jour, on aide comme on peut avec les moyens qu'on a, au moins à donner la joie de vivre à certaines personnes. Maintenant, si je me donne la mort, ça veut dire que le poste sera vide. Et on va retourner à la case de départ. Les gens vont souffrir et n'auront pas où aller pour se faire prendre en charge. Ils vont encore se donner la mort. Donc, ça va être double perte. C'est pour ça que j'ai dit, se donner la mort est une perte pour la société. Je ne parle même pas de la personne parce qu'elle, en se donnant la mort, se dit qu'elle met fin à sa souffrance. Elle met fin à sa souffrance, certes, mais il y a la souffrance qui est juste déplacée. En mathématiques, on dit une translation d'un vecteur. Donc, la personne se donne la mort, elle translate juste sa souffrance d'un vecteur. Et là-bas, le vecteur est multiplié par un facteur qui est supérieur à 1. C'est-à-dire que le problème sera majoré. Parce qu'il y a les autres qui restent, sa famille. Même si la personne était seule, ceux qui l'ont vu, tout ça là, seront traumatisés. Voilà, quand vous dites que l'autre aspect sera abordé, c'est pour ça, sinon j'allais aborder ça en même temps. Ok, d'accord, au niveau des conséquences, vous allez mieux nous développer. Merci, je répète toujours à nos auditeurs que le 90 17 09 49 est à leur disposition. Nous sommes avec le docteur Wankurama, il est psychiatre au CHU Kara. Nous parlons des suicides et crimes passionnels récents au Togo. Nous avons défini les deux notions, crime passionnel et suicide, et nous avons évidemment donné les causes, mais le docteur nous a précisé qu'au niveau des suicides, on parle des facteurs qui peuvent amener l'homme au suicide. Merci beaucoup à vous, docteur. Nous continuons. Maintenant, vous l'avez abordé, c'est les jeunes, mais généralement, quelles sont les tranches d'âge qui sont concernées par ces crimes passionnels, ces problèmes de suicide? En principe, tout le monde est concerné. Tout le monde. Les conduites suicidaires touchent tout le monde à partir du moment qu'il y a les trois niveaux de facteurs
de fragilité qui sont là chez la personne et ça peut amener la personne à se donner la mort. Mais avec toutes les études épidémiologiques, le recensement des cas que nous avons eus, souvent les tranches d'âge, c'est de 15 à 29 ans chez les jeunes, et c'est-à-dire début adolescence et fin de l'adolescence. L'adolescence finit théoriquement à 18 ans, mais on sait que la vraie adolescence finit à partir de 25 ans. Donc, et maintenant, il y a les personnes âgées, plus de 65 ans, qui constituent la tranche d'âge où on retrouve les cas de suicide. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est autonome, qui est souvent actif, va se retrouver après 65 ans, à perdre ses capacités physiques, intellectuelles. Moi, j'en ai rencontré plein de par ma profession. Les gens disent que non, ils préfèrent mourir que de savoir qu'ils sont devenus comme enfants, que c'est impensable, par exemple. Sans oublier, nous, la société africaine commence par devenir comme une société occidentale, parce qu'eux, ils avaient ça depuis, hein, les personnes âgées qui se suicidaient, parce que ces personnes se retrouvent seules. J'ai l'habitude de donner un exemple. Je dis, en période des pluies comme ça, là, faites un tour dans les maisons vers midi, 11h midi, vous allez voir. Les personnes âgées qui ne peuvent pas aller au champ, là, vous allez les voir. Elles sont à la maison seules, sans personne. Et si vous voyez quelqu'un à la maison, là, c'est un petit enfant de 4-5 ans qui est là. Et parfois, quand on l'appelle pour lui demander, oh, va me donner l'eau, l'enfant, lui, il joue. Et ça, quand une personne âgée se retrouve dans cette situation, elle va penser que mourir serait mieux. De toutes les façons, elle se dit qu'elle a déjà fait sa vie. Inutile de rester encore souffrir. Donc, c'est ça qui explique ces pics-là entre après 65 ans chez les personnes âgées. Et chez les jeunes, c'est l'impulsivité, comme j'ai dit. C'est l'impulsivité. Et ça coïncide aussi avec un facteur qui est très important. J'allais oublier. Les troubles de l'humeur. Bon, l'impulsivité fait partie des troubles de l'humeur, mais chez les jeunes, à ce moment-là, il y a les humeurs sont touchées facilement. Vous savez que chez l'adolescent, quand il aime, c'est un seul sens. C'est-à-dire que pour lui, quand il aime, là, il n'y a pas à faire de rupture, non. Et quand maintenant, il se rend compte que l'autre le trompe ou la trompe, c'est fini. La personne vit ça très douloureusement. Et cette douleur, parfois, est insupportable chez la personne. Elle se dit qu'il vaut mieux mourir. Et si la personne est impulsive, c'est fini, paf, on passe à l'acte. Voilà ce qui explique. Ok, merci. Vous nous avez donné les tranches d'âge. Et maintenant, au niveau des catégories professionnelles, quels sont les métiers dans lesquels on retrouve des cas de suicide? Il n'y a pas de... Dire qu'il y a une catégorie de profession qui se donne plus la mort que l'autre, non. Ça, il n'y a pas. Pour dire vrai, il n'y a pas. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous voyez les facteurs de risque, peu importe la profession, si vous cumulez tous ces facteurs de risque, vous pouvez vous donner la mort facilement. Vous pouvez vous donner la mort facilement. Sinon, il n'y a pas de profession pour dire que telle profession se donne. Avant, on pensait cela, mais avec l'expérience sur le terrain, on se rend compte que tout le monde, même pas, c'est pas parce que je suis riche que je ne vais pas me donner la mort. Il y a des gens qui sont riches, qui travaillent, qui se donnent la mort. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ce cas? Mais comme j'ai dit, tous les facteurs. Supposons que je suis, je ne sais pas, je suis le premier collaborateur de Ford. Je parle de notre président. Donc, je suis son premier collaborateur. Et bon, j'ai mon argent, je suis riche. Et un jour, il y a une fuite de, je ne sais pas, de quelque chose. Et tous les éléments font que c'est comme c'est moi. Même si c'est moi, et je me rends compte que, comme c'est moi là, ça va être grave. Je ne sais pas, mais ça va être grave. Et la personne va penser se donner la mort. Au lieu d'attendre qu'on la tue, elle se dit que non, je préfère me donner la mort que d'attendre qu'on vienne me tuer ou bien qu'on vienne me torturer. Vous voyez, donc, ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est épargné. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre que forcément on va se donner la mort. Souvent, on dit que l'homme est un apprenti et la douleur est son maître. L'homme est un apprenti et la douleur est son maître. Parfois, ceux qui sont pauvres, qui souffrent et qui s'habituent
à leur souffrance, ils s'endurcissent, ils développent des résiliences très fortes qui font que c'est difficile pour eux de passer à l'acte. Par rapport à quelqu'un qui est riche, qui n'a pas eu le temps de vivre certaines difficultés de la vie, le premier jour où il va être face à une difficulté, c'est fini. Il va penser que c'est la fin de sa vie. Il va préférer se donner la mort facilement par rapport à un pauvre. Ok, merci. Merci. Comme vous l'avez dit, toutes les catégories professionnelles sont concernées. Et donc, peut-être au niveau des solutions, nous allons voir comment pallier à ces cas de suicide et crimes passionnels. Mais le phénomène, on le connaît en Afrique. Mais ces derniers temps, ça prend de l'ampleur. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ces derniers temps-ci, à gauche, à droite, on assiste non seulement à ces crimes passionnels, mais à ces cas de suicide? Honnêtement, moi, je ne peux pas vous expliquer parce que nous tous, nous sommes là. On observe. Mais qu'est-ce qui explique? Moi, je ne pourrais pas répondre. Pour répondre, il faut mener une étude, vraiment une vraie étude. La dernière fois, nous avons eu une journée de réflexion initiée par l'Association des psychologues praticiens du Togo pour réfléchir avec l'aide de Handicap International sur ces cas de suicide. Donc, on a essayé de mettre sur pied un comité qui va essayer d'élaborer quelque chose pour la prévention du suicide au Togo. Donc, espérons que ce comité va sortir très vite quelque chose. Maintenant, l'autre chose, par exemple, j'ai un étudiant en master de santé mentale qui va faire son mémoire de recherche sur les conduites suicidaires au nord du Togo. Donc, on va essayer de voir si on arrive à avoir des cas, comprendre pourquoi le constat ces 2 derniers mois, c'est vraiment amer. Est-ce que c'est Covid qui est arrivé, qui fait que les gens souffrent de façon globale et les gens préfèrent se donner la mort? Point d'interrogation, parce que l'unique chose qui a changé dans la vie du Togolais, c'est Covid. Sinon, le reste, on était dedans depuis. Donc, c'est Covid seul qui s'est associé. Est-ce que c'est Covid qui a majoré les problèmes qu'on avait, qui fait que maintenant on est devenu vraiment impatient et on préfère se donner la mort? Point d'interrogation, je ne pourrais le dire. Mais le constat est fait par tout le monde. La preuve, il y a combien, 2-3 semaines, on a eu un cas de suicide ici à Kara-Alama. Sachant qu'on avait déjà eu un cas de suicide en février, ici aussi à Kara. Seulement que bon, ça n'a pas été divulgué. Je parle seulement de Kara, ce que nous savons. Mais pour les tentatives de suicide, il y en a plein. Pas plus que la semaine passée, on a eu une tentative de suicide avec Andrine, chez une femme. Donc, il y en a plein. Plein pour les tentatives de suicide. Pourquoi les gens passent à l'acte ces derniers temps? Pourquoi cette hausse au Togo? Il faudrait qu'on crée un cadre de concertation mélangeant un peu tout le monde. Quand je parle de tout le monde, il y a politique, il y a technicien, il y a population, société civile, pour comprendre, se demander c'est quoi. Est-ce qu'il faut faire des rituels, des libations? Je ne sais pas. Ok, bon, mais en attendant que ces études ou bien une étude plus poussée, plus approfondie soit menée, est-ce qu'il n'y a pas les indices, certains indices ou bien certaines informations qui peuvent nous permettre d'essayer de comprendre la situation que nous vivons maintenant? Oui, les indices, c'est ça que je dis. C'est parce que les Togolais ont perdu leur patience d'avant, c'est tout. On est devenu maintenant impatient, on devient plus impulsif. C'est ça qui fait qu'on passe facilement à l'acte. Maintenant, qu'est-ce qui nous a amené à ça? C'est ça que je ne sais pas. Sinon, l'indice, c'est ça. On a perdu notre patience d'avant. Les Togolais ont perdu leur patience. Quand on dit que les Togolais ont perdu, on ne dit pas que tous les Togolais. On ne voudrait pas que quelqu'un qui est chez lui, qui n'a pas perdu sa patience, commence pas à s'énerver. Non. Toi, mon frère, toi, ma soeur, ce n'est pas de toi que je parle. On parle de la grande majorité. C'est-à-dire que la grande majorité des Togolais a perdu sa patience. Par exemple, moi, je n'ai pas encore perdu ma patience. Donc, quelles que soient les circonstances, j'ai ma tête sur les épaules. Je réfléchis d'abord avant d'agir parce que je fais bien le sport, parce que ça fait partie des éléments qui nous permettent de garder sa patience, d'avoir une confiance en soi. Très souvent, ou bien habituellement, on qualifie la société africaine ou bien nos sociétés de sociétés communautaires où la solidarité était
2000. Maintenant, avec les échanges, on voit que ces tendances disparaissent avec où c'est l'individualisme. Est-ce que ça ne peut pas être une des raisons qui peut expliquer tous ces cas de suicide et de crimes passionnels? Oui, ça fait partie des éléments, des facteurs. Le fait que, je l'avais dit, qu'on a commencé par transformer nos sociétés africaines en sociétés occidentales. Donc, quand il parle de société occidentale, parle de l'individualisme. Donc, la famille se résume à papa, maman et les enfants. Et même au sein de papa, maman et enfants, les enfants préfèrent être aussi seuls sans leur papa, sans leurs parents, parce qu'ils pensent que les parents sont trop sur leur dos. Ils voient les choses à la télé. Tout ça, là, ça fait partie des facteurs. Mais ça existait avant l'arrivée de Covid. Malgré cela, on n'avait pas des cas élevés comme ça. Est-ce que c'est parce que maintenant, tout le monde a accès aux réseaux sociaux qui fait qu'on a l'impression que les cas de suicide s'augmentent? Bon, tout ça, ce sont des questionnements. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans ces détails parce que ce sont des questionnements. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quelqu'un qui se suicidait à Djarpanga restait à Djarpanga. Quelqu'un qui se suicidait, je ne sais pas, au fin fond de Mandouri restait à Mandouri. Maintenant, quelqu'un qui se suicide dans sa chambre, on sait déjà qui s'est suicidé dans sa chambre parce qu'il a pris le temps, comme les gens aiment les selfies postées sur les réseaux sociaux, il a eu le temps d'appuyer sur son smartphone et pour passer à l'acte. Et ça fait que tout le monde est au courant déjà. Donc, est-ce que c'est ça qui fait qu'on a l'impression que les cas de suicide sont devenus plus nombreux maintenant? Point d'interrogation. Est-ce que c'est à l'arrivée de Covid? Point d'interrogation. Sinon, ce qu'on parle de société qui est devenue individualiste, ça fait depuis des années qu'on est dans cette société, mais on n'avait pas ce genre de hausse de cas de suicide et de crimes passionnels, même si on en avait un peu sur toute l'étendue du Togo, mais ce n'était pas comme ça. Bon, nous qui faisons les expertises dans les prisons, nous, on connaît un peu les... Parce que quand quelqu'un qui commet un crime et qui vit, il doit faire la prison et on doit l'expertiser. Donc, quand on fait l'expertise, ça permet de savoir, par exemple, les nombres de cas des gens qui ont posé des actes comme les homicides volontaires et tout ça. Là. Actuellement, j'ai des cas que je dois expertiser dans une des prisons de la région Kara. Okay. Merci docteur pour ces informations, pour ces éclaircissements. Nous poursuivons notre entretien. Maintenant, nous allons aborder les conséquences au niveau de la société économique, voire au niveau familial. Donc, les conséquences sont vraiment énormes et lourdes. Pour résumer, c'est simple. Comme j'ai dit, quand quelqu'un se suicide, c'est une perte pour la société. Je ne parle même pas de sa famille parce que sa famille, c'est une évidence. Donc, je ne parle même pas de sa famille. Prenons un jeune qui se suicide, qui se donne la mort. Un jeune qui est en première, terminale ou bien à l'université. Il se donne la mort. Les parents ont dépensé déjà pour lui. Ça devient une souffrance pour les parents. Les parents sont atteints, ils sont à terre. Le jeune qui était déjà sur la voie, on ne sait pas s'il allait devenir un voleur, il allait devenir, je ne sais pas, un médecin. Quel que soit ce qu'il allait devenir, ça permet à la société d'avoir son équilibre. Parce que l'équilibre de la société, il y a tout. Il y a les meuniers, il y a tout ça là. Sans les meuniers, on ne va pas écraser nos farines, on ne va pas manger, donc ça va être compliqué. Même s'il allait devenir un meunier, donc ça constitue une perte pour la société. Maintenant, s'il avait des enfants, surtout ceux qui se suicident avec des enfants, qui ont des enfants, les enfants sont perturbés. Leur vie, c'est ça qui constitue un facteur de risque de développer un trouble mental chez ces enfants à long terme. Ou un trouble de la personnalité. On a des cas comme ça. Ils vont passer leur temps à se poser des questions. Pourquoi mon parent a fait ça? Pourquoi ma mère a fait ça? Pourquoi mon père a fait ça? Et parfois, il va se sentir étiqueté, même si la société ne l'a pas fait. Et c'est lourd pour ces enfants-là. Très, 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 très lourd. Donc, sur le plan ressources humaines, donc, celui qui se suicide, sur le plan ressources humaines, ce n'est pas R-1. Donc, vous allez compter toutes les personnes qui seront atteintes par ce suicide. Donc, ça veut dire que le nombre de ressources humaines va diminuer
par rapport au nombre de personnes qui seront atteintes par ce suicide. S'il y a des enfants, s'il y a les parents, s'il y a des frères et sœurs, tout ça là. Donc ces personnes seront touchées et leur vie sera perturbée. Or, si on parle de ressources humaines en moins, on parle en même temps de finances. Parce que c'est les ressources humaines qui apportent les finances. Quand il y a les ressources humaines en moins, du moins dans leur qualité de production, donc ça veut dire que la productivité va diminuer, va baisser, et donc au niveau finance aussi, ça va baisser. Donc, vous voyez l'impact. Si on doit amener les économistes pour nous faire des calculs de ce qu'un suicide engendre sur le plan économique, on va voir que c'est énorme. Maintenant, et il y a l'aspect moral. Supposons que nous sommes là, on ne se connaît pas, mais déjà le simple fait d'échanger et le lendemain vous apprenez que je me suis donné la mort. Qu'est-ce que vous allez ressentir sur le plan moral? Vous allez ressentir des peines. Vous allez dire, mais pourquoi on ne l'a pas vu? Et vous allez commencer par vous culpabiliser. Oh, si on l'avait écouté, il parlait bien, mais il était bien. Mais c'est la personne qui a l'habitude de rire. C'est pour ça qu'on vous dit, derrière une personne qui rit souvent se cache une douleur énorme. Ce n'est pas parce que la personne a l'habitude de rire que forcément elle ne souffre pas. Donc, voilà les conséquences. C'est, de toutes les façons, on ne peut pas évaluer avec exactitude les conséquences parce que il y a les conséquences directes, il y a les conséquences indirectes. Comme je disais, je me donne la mort, vous qui me connaissez à peine, mais qui avez eu la chance de me rencontrer une fois, ça va vous toucher. Sans oublier les personnes qui sont en direct avec la personne qui s'est donné la mort, qui seront perturbées. Donc, l'impact qui s'ensuit, c'est comme une tache d'huile. Une tache d'huile. Supposons que la personne a un enfant et l'enfant maintenant va commencer par rentrer dans la dépression. L'entourage de l'enfant va commencer par souffrir aussi. Au fur et à mesure, ça devient une tache d'huile. Et c'est ça aussi qui augmente les problèmes de santé mentale aussi partout. Ok, merci docteur. Ce que je voudrais savoir, quand vous avez la chance ou l'habitude de rencontrer ces cas de suicide, souvent ceux qui ont fait des tentatives de suicide, est-ce que au cours de vos échanges, est-ce qu'ils se rendent compte des conséquences que vous venez de nous expliquer? Oui, quand quelqu'un fait tentative de suicide, on remercie Dieu parce que la personne n'est pas morte. Quand elle n'est pas morte, donc il y a possibilité de faire beaucoup de choses avec cette personne. Premièrement, la première étape, quand quelqu'un se fait tentative de suicide et survit, elle sent un soulagement. Sur le champ, elle sent un soulagement. Le soulagement, c'est dans les deux sens. Le premier soulagement, c'est la douleur, la souffrance que la personne avait en elle. C'est comme si cette douleur a disparu ou du moins ça a diminué. Donc la personne va se sentir soulagée. Et c'est pour ça que quand quelqu'un passe à l'acte, dans les heures qui suivent, quand vous demandez à la personne ce qu'elle pense, elle va vous dire automatiquement qu'elle regrette. Mais ne veut pas dire que c'est fini. Maintenant, l'autre soulagement, c'est que la personne, parce que je vous ai dit, se donner la mort, ce n'est pas facile. La personne va se rendre compte qu'enfin, elle vit. C'est un soulagement aussi. Elle se dit, ah, j'aurai une deuxième chance. Donc, c'est un soulagement. Mais, après les 24 heures de choses, quand la personne va commencer par faire le bilan, elle se rend compte effectivement de toutes ces conséquences qu'elle pouvait laisser derrière. Mais sauf que, quand elle va se rendre compte, elle va se sentir mal. Et le fait de se sentir mal peut constituer aussi une autre source de souffrance pour la personne. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui a déjà tenté de se donner la mort risque de retenter encore de se donner la mort. Parce qu'en plus du problème qu'il avait amené premièrement à se donner la mort, va s'ajouter le deuxième problème, la culpabilité d'avoir passé à l'acte, premièrement. Donc, cette souffrance va s'ajouter. Et ça fait que ça augmente le risque de vouloir se donner encore la mort. Donc, ça, c'est... Maintenant, au moment où la souffrance est à son sommet, la personne oublie les conséquences qu'elle va laisser derrière. Et en ce moment, c'est
toute son attention est focalisée sur sa douleur, sa souffrance. Comment faire pour arrêter la souffrance? Et maintenant, quand elle passe à l'acte, si elle est encore en vie une deuxième fois, elle va se sentir soulagée une deuxième fois parce que la souffrance a diminué. Mais après, ça repart encore. Les conséquences qu'elle va faire, voir le bilan. Et deuxième fois, la troisième souffrance va venir s'ajouter. Et c'est comme ça, on dit que le facteur de risque, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà tenté de se donner la mort, augmente le risque de se donner la mort réussie. Pourquoi? Parce que supposons que la personne avait utilisé un objet et ça n'a pas marché. Donc, en voulant repasser une deuxième fois, va utiliser encore quelque chose de plus perfectionné. Tout à fait. Et c'est ça qui fait que c'est très dangereux. Et qui fait qu'on nous dit souvent à l'hôpital que quelqu'un qui a fait tentative de suicide qui arrive à l'hôpital, même si vous gardez la personne à l'hôpital, alors que la personne ne nécessitait pas à être hospitalisée, vous avez bien fait. Ne vous posez même pas la question. Vous devez obligatoirement garder la personne à l'hôpital au moins 24 heures. Parce que c'est après 24 heures que la personne commence par réaliser l'acte qu'elle a posé. Parce que sur le champ, elle est soulagée. Elle va vous dire que non, je regrette l'acte. Et bien, elle va même commencer par vous faire des blagues avec vous. Elle va faire des blagues avec vous. Vous allez penser que c'est fini. Alors que ce n'est pas fini. Parce que c'est le soulagement des 24 heures. Donc, je fais appel à tous les médecins ou tous les étudiants en formation que quand quelqu'un fait tentative de suicide et qui arrive à votre niveau, de grâce, quelles que soient les choses, gardez au moins la personne 24 heures à l'hôpital. Et s'il y a une unité de santé mentale à côté, faites évaluer la personne par l'unité de santé mentale. Oui, justement, j'allais poser cette question. Comment se fait l'accompagnement de cette tentative de suicide? L'accompagnement est simple. On commence déjà par la population, parce que souvent, bon nombre de tentatives de suicide n'arrivent pas à l'hôpital. Bon nombre de tentatives de suicide. Ce que nous savons là, ça, c'est rien du tout par rapport aux tentatives de suicide qui restent à la maison. Moi, j'ai des gens qui tentent de se suicider tout le temps et qui n'arrivent pas à l'hôpital. On fait tout, mais les gens, ils refusent d'arriver à l'hôpital. Donc, on va commencer par la population. L'accompagnement se fait au niveau de la famille, au niveau de l'entourage. On dit, premièrement, il faut être attentif, il faut être à l'écoute. Apprenons à nous aimer vivants, apprenons à nous soutenir vivants. Aimons-nous vivants. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, quand la personne a tenté de se suicider, l'écoute vous permet de savoir quel est le problème de la personne et vous aider avec la personne à voir si vous pouvez résoudre le problème. Je ne dis pas force. Tous les problèmes n'ont pas de solution immédiate, mais quel que soit le problème, il y a une solution. C'est ce que je dis souvent aux gens. Tous les problèmes n'ont pas de solution immédiate, mais quel que soit le problème, il y a toujours une solution. Parfois, c'est le temps. Le temps seul constitue la solution à un problème. Donc, vous écoutez la personne et maintenant, entourer la personne, aider la personne, aimer la personne. Ce sont des choses simples, des gestes qui sont simples, mais qui ont un prix. Qui ont un prix. Les gens, le plus souvent, passent à l'acte parce qu'ils se sentent seuls. Ils ont une sensation de vide intérieur. Ils sont dans une quête affective. Ils ont l'impression que personne ne les aime. Et à un moment donné, ils se disent que ça vaut mieux de mourir. Si nous commençons par nous aimer, par nous soutenir mutuellement, ces personnes-là trouveront solution à leurs problèmes et ne vont plus penser à se donner la mort. Maintenant, l'autre chose, ceux qui arrivent à l'hôpital, quand quelqu'un fait tentative de suicide, arrive à l'hôpital, la première urgence, ce n'est pas côté mental. La première urgence, c'est côté somatique, ce que nous appelons dans nos jargons côté somatique. Sinon, c'est au niveau du corps. En fonction du moyen que la personne a utilisé pour se donner la mort, donc on va l'orienter. Si c'est en réanimation chirurgicale ou en réanimation médicale, on l'oriente pour qu'on prenne en charge cette urgence vitale. Si c'est un poison, donc il faut qu'on prenne en charge rapidement pour que le poison ne puisse pas terminer la personne. Maintenant, c'est en deuxième intention maintenant qu'il faut une évaluation mentale. Et quand une personne arrive à l'hôpital ayant fait tentative de suicide, de grâce,
ne faut pas laisser cette personne sortir de l'hôpital sans avoir eu à avoir une évaluation mentale. Surtout quand il s'agit d'un hôpital où il y a cette possibilité d'avoir une évaluation mentale. Par exemple, à Kara, il y a le CHR Tomde qui a une unité de santé mentale. Il y a le CHU Kara qui a un service de psychiatrie dont je suis le chef service. Et il y a toujours au nord, il y a Adapon, il y a le centre de santé mentale de Yenoubé. Et à Sokodé, il y a une unité de santé mentale au CHR de Sokodé. Et maintenant, il y a le centre de santé mentale Saint-Camille à Amoundé, ou bien Amoundé, après Amaïdé. Donc, toutes ces unités ont leur importance. Maintenant, il y a 3 points focaux de prise en charge des troubles mentaux. Et chez les sœurs, il y a les sœurs de Yaka, à l'hôpital de Yaka. Il y a à Yadé, chez les sœurs de Yadé, et les sœurs à Ketao. Et ce sont les 5 Camilles, unités de santé mentale 5 Camilles de Djougou, qui viennent prendre en charge ces personnes-là. Et je vous dis que le nombre est important parce que avec mon second, le master de santé mentale avec qui je suis au CHU, on leur donne coup de main. Ils viennent une fois par mois. Par exemple, à Yaka, ils sont plus de 120 personnes. Quand on va un mardi, plus de 120 personnes. À Yadé, une centaine. Et à Ketao, parce qu'ils viennent mardi, Yaka, mercredi, Yadé et jeudi, Ketao. À Ketao aussi, ils tendent vers 80. Donc, en gros, nous avons une file active pour ces 3 unités jusqu'à 300 personnes qui prennent en charge. C'est énorme. Merci, c'est du bon travail, c'est un grand travail que vous abattez. Je pense que nous nous acheminons aussi vers la fin. Maintenant, on va voir dans l'ensemble les solutions d'approche à votre niveau pour que ces cas de suicide ou crise passionnelle, on ne peut pas dire que ça va finir, mais on a une baisse aussi importante que l'augmentation qu'on est en train d'assister. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, il faut qu'on retourne à nos sources, à nos valeurs de départ. Les valeurs que nous, les Africains, nous avions, qui nous faisaient la différence avec les Occidentaux. On vivait en société, on vivait en communauté. On faisait beaucoup de choses ensemble. On arrivait à se soutenir. Quand la case d'un voisin brûle, tout le monde sortait pour user de l'eau, pour éteindre ce feu, parce qu'on se dit que si on n'éteint pas le feu au niveau de la case, les autres cases ou les autres maisons environnantes vont prendre feu. Et c'était important, et c'est ça qui permettait la joie de vivre dans nos communautés, et les gens ne se donnaient pas à la mort comme maintenant. Et avant, quand les gens se donnaient à la mort, c'était soit leur honneur a été blessé ou atteint, c'est pour ça. Sinon, ce n'est pas parce que les gens se sentaient seuls, ce n'est pas parce que les gens avaient des problèmes de, je ne sais pas, de cœur, d'amour, qui se donnaient la mort. Avant ce n'était pas ça. C'était, par exemple, j'ai été blessé lors de, je ne sais pas quoi, d'un affrontement et je n'ai pas supporté parce que je suis un homme, un guerrier. Un guerrier ne doit pas être blessé, c'est fini. Maintenant, ce n'est pas ce genre de cas de suicide que nous avons. Ce sont des cas où la personne pense qu'elle souffre parce qu'on ne l'aime pas assez ou parce que, je ne sais pas, ma copine m'a fait du mal, ainsi de suite. Donc, il faudrait qu'on revienne à nos valeurs de départ. Écoute. Donc, l'écoute, soutien, le sourire. Apprenons à sourire. Quand on dit sourire, vous regardez quelqu'un, vous dites, ah, vraiment, votre tenue va bien. Et la personne va dire merci avec un sourire. Et ça renforce quelque chose. Nous ne savons même pas faire des compliments. Ou du moins, quand nous faisons des compliments, les gens se sentent agressés. Un compliment qui est censé donner un peu la joie à la personne, vous faites un compliment, la personne se sent agressée. C'est normal que de son côté, elle puisse souffrir parce qu'elle se sent agressée. Alors que non, le compliment, on ne juge pas, c'est-à-dire on ne se met pas à la place de la personne qui vous fait le compliment.
Si vous mettez à la place de la personne qui vous fait le compliment, c'est normal que vous ne... On reçoit juste le compliment. Si on dit, mademoiselle, vous êtes jolie, dites merci. Ne vous dites pas que lui, là, il m'a bien regardé. Non. Il vous a bien regardé. Oui, il vous a bien regardé avec ses yeux, mais pas avec vos yeux. Parce que ce que ses yeux voient, ce n'est pas la même chose que ce que vos yeux voient. Ce n'est pas la même chose. On peut être deux à regarder une même fille. L'un va dire, ah, cette fille, elle est très jolie. L'autre va dire, toi, c'est quoi ton problème? Tu ne la vois pas. Tu ne vois pas comment elle est là. Non, mais c'est parce qu'on a des yeux qui voient différemment. Nous ne pouvons pas vivre les mêmes choses au même moment. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, aimons-nous les uns les autres. Soutenons-nous, venons-nous en aide. Vivants. Soyons à l'écoute des uns et des autres. On ne dit pas que de prendre vos moyens pour aider quelqu'un. Non. Le simple fait d'écouter quelqu'un fait que vous pouvez comprendre son problème et le diriger, l'orienter vers quelqu'un qui peut lui apporter solution à son problème. Ce n'est pas forcément vous qui devez lui donner la solution. C'est très important. Et quand on le fait, on va diminuer énormément. Maintenant, l'autre chose, il faudrait que quelqu'un arrête Covid. On ne sait pas si c'est Covid qui a fait, mais pour arrêter Covid, c'est ensemble. Nous devons respecter les mesures barrières et nous faire vacciner pour que le virus arrête de se propager et qu'on reprenne totalement nos activités. Et maintenant, si notre voix pouvait arriver quelque part, je parle des autorités qui décident, les grandes instances qui décident pour que la vie socio-économique de l'ensemble des Togolais s'améliore dans l'ensemble pour que la majorité des Togolais souffrent moins, peut-être que ça pourrait aider. Donc voilà ce que je peux dire, ce qu'on peut faire ensemble. Parce qu'on dit ensemble, on est fort, comme un balai. Mais quand on reste brindille, on peut nous casser facilement. Okay, merci, docteur. Et nous allons prendre votre mot de fin, parce que le temps imparti à l'émission est arrivé. Bon, mot de fin, je dirais merci à l'Association des étudiants en médecine et pharmacie du Togo, avec leur antenne de Cara, qui a voulu organiser cette émission vu l'augmentation des cas de suicide et de crimes passionnels au Togo. Et maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que faut-il continuer de parler de ces cas, sachant que plus on parle de ça, plus ça constitue un facteur où ça donne la possibilité aux gens de passer à l'acte? C'est la question qu'on se posait la dernière fois. Et on a dit oui, il faut continuer pas à parler parce que souvent certains passent à l'acte sans le savoir. Ils ne savent pas. Mais ça peut constituer aussi un moyen à d'autres qui le savaient de passer à l'acte. Mais moi, je dis seulement une seule chose. Mon frère, ma soeur, si tu as l'idée de te donner la mort, sache que c'est une perte pour la société. Et je répète ce que j'ai dit souvent à une amie, sous forme de blague, et elle rigole. Je lui ai dit, si un jour tu as encore envie de te donner la mort, s'il te plaît, viens chez moi. Je vais demander pardon à ma femme et vous allez rester deux chez moi. Comme ça, je vais te prendre et tu ne vas pas mourir. Et vous serez deux femmes chez moi. Je vais demander quand même pardon. Donc, vous qui avez envie de vous donner la mort, et si à un moment donné, vous avez envie de vous donner la mort, faites tout pour trouver quelqu'un avec qui vous pouvez parler. Vous pouvez échanger. Ça va beaucoup vous aider et vous allez voir que tout est possible sur cette terre lorsque la vie se prolonge. Voilà, merci. Merci, docteur Yankourama. Je rappelle qu'il est médecin au CHU Cara. Il est psychiatre et addictologue. Merci à vous d'être passé sur nos plateaux de Radio El Sapa, surtout dans l'émission Tour d'Horizon, pour nous expliquer. J'espère qu'en 2 ou 3 mots, nous pouvons dire que l'écoute, la solidarité et surtout les compliments, comme vous l'avez dit, nous aideront à mettre un frein à ces deux fléaux. Merci à vous, surtout merci aux étudiants en médecine et en pharmacie de l'Université de Cara, en collaboration avec qui nous avons réalisé cette émission. Merci à tous ceux qui ont pris le plaisir de nous écouter cet après-midi. À la partie technique, il y avait Abdoulaye Mansour et au micro pour la présentation,
Nous, merci, à dimanche prochain, si Dieu le veut.